Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station des Rapins sans foi, sans loi, sans courbette, du 27 septembre 2018, l'émission Art Racaille, on vous cause de Fernand Gueldry, peintre de l'eau et de la lumière, et ma camarade va vous introduire ça, encore une fois, on introduit beaucoup dans cette émission, avec un extrait de La femme de Paul de Guy de Maupassant. Ouais, alors pour Ferdinand Gueldry, il fallait trouver un texte qui raconte effectivement tout cet univers. On va vous en parler. Ferdinand Gueldry, c'est l'eau, c'est les bords de Marne, c'est les guinguettes, les canotiers, etc. Donc effectivement, c'est quand même Maupassant qui s'est rapidement imposé parce que Maupassant a beaucoup écrit sur ces lieux. Et La femme de Paul fait partie justement est une nouvelle qui avait été d'abord publiée dans le recueil de la Maison Tellier. Quand on était allé au musée Fournaise il y a quelques années, on avait raconté, j'avais lu un extrait d'une nouvelle qui s'appelait Sur l'eau, c'est pareil, qui racontait un petit peu la même chose. Parce que j'avais hésité à lire un extrait de Remonter la Marne de Jean-Paul Kaufmann, parce que Jean-Paul Kaufmann, effectivement, a remonté la Marne depuis entre la Seine vers Charenton et son embouchure, et je me suis dit, je vais trouver des passages aussi assez sympas. Mais finalement, on était moins dans l'époque et j'ai préféré choisir plutôt peut-être sa source que son embouche. Oui, sa source. Ouais. Voilà. Donc là, je vais lire donc un extrait de la femme de Paul. Le restaurant Grillon, ce phalanstère des canotiers, se vidait lentement. C'était devant la porte un tumulte de cris, d'appels, et les grands gaillards en maillot blanc gesticulaient avec des avirons sur l'épaule. Les femmes, en claire toilette de printemps, embarquaient avec précaution dans les yolles, et s'asseyant à la barre, disposaient leurs robes, tandis que le maître de l'établissement, un fort garçon à barbe rousse, d'une vigueur célèbre, donnait la main aux belles petites en maintenant d'aplomb les frêles embarcations. Les rameurs prenaient place à leur tour, bras nus et la poitrine bombée, posant pour la galerie, une galerie composée de bourgeois endimanchés, d'ouvriers et de soldats accoudés sur la balustrade du pont et très attentifs à ce spectacle. Les bateaux, un à un, se détachaient du ponton. Les tireurs se penchaient en avant, puis se renversaient d'un mouvement régulier, et sous l'impulsion des longues rames recourbées, les yolles rapides glissaient sur la rivière, s'éloignaient, diminuaient, disparaissaient enfin sous l'autre pont, celui du chemin de fer, en descendant vers la Grenouillère. De l'autre côté du fleuve, sur le chemin de halage, une longue file d'équipages s'alignait. Les fiacres alternaient avec de fines voitures de gommeux, les uns lourds, au ventre énorme, écrasant les ressorts attelés d'une rosse au cou tombant, aux genoux cassés, les autres sveltes, élancés sur des roues minces, avec des chevaux aux jambes grêles et tendues, au cou dressé, aux morts neigeux d'écume, tandis que le cocher, gourmé dans sa livrée, la tête raide dans son grand col, demeurait les reins inflexibles et le fouet sur un genou. La berge était couverte de gens qui s'en venaient par famille ou par bande, ou deux par deux, ou solitaires. Ils arrachaient des brins d'herbe, descendaient jusqu'à l'eau, remontaient sur le chemin, et tous, arrivés au même endroit, s'arrêtaient, attendant le passeur. Le lourd bachot allait sans fin d'une rive à l'autre, déchargeant dans l'île ses voyageurs. Le bras de la rivière, qu'on appelle le bras mort, sur lequel donne ce ponton à consommation, semblait dormir, tant le courant était faible. Des flottes de yolles, de skiffs, de périssoirs, de podoscaphes, de gigues, d'embarcations de toutes formes et de toute nature filaient sur l'onde immobile, se croisant, se mêlant, s'abordant, s'arrêtant brusquement d'une secousse des bras pour s'élancer de nouveau sous une brusque tension des muscles et glisser vivement comme de longs poissons rouges ou jaunes. Il en arrivait d'autres sans cesse, les unes de Chatou en amont, les autres de Bougival en aval, et des rires allaient sur l'eau d'une barque à l'autre, des appels, des interpellations ou des engueulades. Les canotiers exposaient à l'ardeur du jour la chair brunie et bosselée de leurs biceps, et pareil à des fleurs étranges, à des fleurs qui nageraient, les ombrelles de soie rouge, verte, bleue ou jaune des barreuses s'épanouissaient à l'arrière des canots. Un soleil de juillet flambait au milieu du ciel, l'air semblait plein d'une gaieté brûlante, aucun frisson de brise ne remuait les feuilles des saules et des peupliers. Ah ouais. C'est tout à fait ça. Oui, mais parce que Gueldry, lui, a passé la majeure partie de son temps à peindre les berges de la Marne. Mais c'est exact. Moi, je pouvais penser que c'était Nogent, Joinville, etc. Tu vois, c'est partout pareil sur les bords de Marne. Et même sa peinture
près de l'écluse, là, tu vois, avec tous les gens qui sont accoudés, qui regardent, et les yoles, les prams, ça, qui essayent de passer. Tu vois, c'est exactement ça, c'est magnifiquement décrit. C'est une peinture de Guildry qui le décrit. Ah, voilà, complètement. Oui, puis c'est vrai qu'il y a cette force, là, ces hommes costauds, on sent bien, parce que, bon, on va le raconter après, hein, Guildry a quand même a gagné des prix. Oui, il était justement en grand 8 ou en skiff barré, etc. Oui. Il y a tout ce vocabulaire qui fait rêver. Moi, je pourrais pas décrire chaque bateau, toi, probablement, les yoles, les périssoirs, les skiffs, enfin, voilà. Ah, puis même les canoës. Il y avait des canoës déjà à cette époque-là. Oui, mais moi, j'ai eu cette chance d'habiter au bord de la Marne et j'ai eu cette chance, enfant, de connaître ces compétitions. Il y en avait une fois par an, en plein été, là, de clubs nautiques oui, enfin bref, des compétitions entre les clubs nautiques de la Marne, et c'était vraiment, fallait voir la foule qu'il y avait, mais sur chaque côté du rivage, quoi. C'était vraiment très populaire en même temps. Ah ouais. Bien sûr qu'il y avait des bourgeois, moi j'ai pas connu les crinolines et tout ça, ils étaient peut-être un peu plus difficiles à détecter, mais forcément qu'il y en avait, puisque ceux qui ramaient, c'était des gens de la classe bourgeoise, c'était pas les prolos. Le soir, la lumière au bord de l'eau, la musique, un tango, c'est le petit bal des amoureux, au reflet mystérieux, au rythme ardent de l'accordéon, cœur ému, je soupire, tout ce mystère m'attire, comme un tourbillon dans le petit bal au bord de l'eau, sous les lampes tango, au son d'un doux refrain berceur, j'ai donné tout mon cœur. C'est en dansant qu'on fait des serments pour la vie. L'amour vous prend, adieu les tourments, tout s'oublie. Parmi les couples enlacés, au rythme cadencé. Oui, j'ai livré dans ce paradis mes jours, mes nuits. Car l'amour chante à tous les échos du petit bal au bord de l'eau. Notre idylle si tendre pourtant n'a duré qu'un instant. Si loin du bal je voulais m'enfuir, sans jamais plus revenir. Mais à travers les rideaux le soir, malgré moi je regarde, et sous la lune blafarde, croyant le revoir, dans le petit bal au bord de l'eau, sous les lampes tango, au son d'un doux refrain menteur, c'est brisé tout mon cœur. C'est en dansant qu'on fait des serments pour la vie. Jamais pourtant peines et tourments ne s'oublient. Parmi les couples enlacés, revoyant le passé, j'espère encore en ce paradis qui me poursuit. Car l'amour chante à tous les échos du petit bal au bord de l'eau. J'avais raison de garder l'espoir, par hasard, un beau soir, on s'est retrouvés là tout heureux, au petit bal des amoureux, quand on peut dans les mois du retour se redire oui je t'aime, on a l'illusion même d'un plus fol amour, dans le petit bal au bord de l'eau, sous les lampes tango, au son d'un doux refrain berceur, j'ai redonné mon cœur. Aux briseries, nouvelle folie pour la vie. L'amour reprend, adieu les tourments, tout s'oublie. Parmi les couples enlacés, au rythme du passé, j'ai retrouvé le cher paradis, mes jours, mes nuits. Et l'amour chante à tous les échos du petit bal au bord de l'eau. C'était le petit bal au bord de l'eau, interprété par Lynn Marlis. Et tout ça, c'est où? C'est où? Mais oui, c'est où? C'est sur Radio Soupante. Oh, c'est où? Ben non, on vous le dira pas parce qu'on tient à préserver nos vies. Oui, Radio Soupante, une station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette surtout. L'émission à racaille,
consacré aujourd'hui à un peintre oublié, mais il y en a tellement qui sont oubliés, que pour nous, c'est tout bon, on en a pour des années à les sortir de terre. Nous, on adore les peintres oubliés, les musées où il n'y a personne. Oui, voilà. Comme les musiques que vous allez entendre, là, il y en a encore deux qui sont pas tristes. Ah oui, alors les oubliés, évidemment, ils sont oubliés. Il y en a, mais même il y a des peintres, par exemple, si vous demandez dans la rue des nouvelles de Heinz Soutin, j'ai doute qu'il y ait beaucoup de gens qui vous répondent. Mais pas pour ce petit musée d'une petite bourgade de la banlieue est de Paris. Il faut rappeler que la banlieue est, avant, c'était tous les prolos qui habitaient dans la banlieue est, parce qu'il y avait toutes les usines de Paris, les ateliers de ça qui faisaient une fumée terrible, et les vents portaient toujours la fumée et la pollution vers l'est. Voilà. Donc les Bourges, ils n'étaient pas vraiment là. Et ce petit musée qui fait dans le petit, non, c'est pas le petit musée, c'est un ensemble. Il y a un petit musée, une petite bibliothèque, une petite MJC, comme le faisait remarquer ma camarade. Tiens, ça existe encore les MJC? Nos gens, oui, ça existe toujours. Et une salle d'expo pour barbouilleurs et autres sculptures de la commune, et bien sûr ce lieu dédié à la mémoire, comme le sont la plupart des musées, qu'ils soient grands ou petits, comme celui où sont exposés aujourd'hui, pour quelque temps encore, quelques œuvres de Fernand Gueldry, un rapin d'hier, presque totalement oublié par nos contemporains, sauf que ce petit musée, il fait un bon petit boulot pour les remettre à l'ordre du jour, si je peux m'exprimer comme ça, pour parler d'un artiste. Alors, qui se foutent pas mal de l'art, nos contemporains en général, et celui de Gueldry en particulier, bien sûr. Sauf nous. Nous, on est des passéistes un peu qui passions devant l'église Saint-Saturnin d'Agen-sur-Marne, une église avec un clocher du 12e, où sur la grille qui ferme son parvis, une affiche nous a interpellés. Mais je pensais que c'était l'église, justement, Saint-Saturnin. Non. Elle représente, justement, une autre église d'un trou du cul du monde ravagé par la guerre, celle que je préfère, Montcolon, celle de 14-18, chante Brassens, qui n'a pas épargné le sanctuaire devant lequel la troupe de poilus chante la Marseillaise, qui est le titre du tableautin. Pas mal la croûte qu'on s'est dit. Oui, parce qu'il peint quand même, c'est pas un maladroit, il peint bien. Il a de la passe, il a de la touche, voilà, mais c'est toujours dans des tons un peu passés, voilà, dans des rompus, voilà. C'est pas agressif du tout. Un peu naturaliste, même beaucoup aussi. Sans être aussi précis que les naturalistes. Il y a quand même un petit côté un peu comme ça, flou, effacé. Et sans respirer plus longtemps, nous avons pris le chemin de la route qui nous a conduit direct au susdit petit musée. Voilà. Mais on le connaît, c'est pas la première fois qu'on s'y pointe. La dernière fois, c'était aussi, je crois, pour Ferdinand. Il y avait plusieurs peintres. Il y avait plusieurs peintres, mais dont Ferdinand Gueldry. Oui, parce que le musée en a un fonds dans sa collection permanente, en fait. Ouais. Je crois, mais ma mémoire fait parfois des embardées, et même ma camarade vient de confirmer que oui, mais c'était pas le seul. Voilà. Ce que j'avais oublié. Une belle balade devant des cimaises où les tableaux s'offraient sans pudeur excessive à nos regards reconnaissants et connaisseurs. Je pourrais le douter quand même. Non, on n'allait pas fantasmer, ni feste, ni bar opulent. Des paysages, bords de rivière ou de mer, peuplés ou non d'humains, prames, voiliers, et bateaux de plaisance à vapeur, scènes de genre et scènes de guerre, mais aussi des représentations d'ateliers, de fabriques, peuplées de travailleurs au turbin qui s'activent et qui puent la sueur. Voilà. Forges, laminoirs et autres lieux où on sent la sueur du labeur mêlée à celle des copeaux, de bois ou de la limaille de frères. Bon, c'est beau, hein, des dessins, des gravures, des photos dans des vitrines, des carnets de croquis, des lettres, témoins discrets d'une vie d'artiste. Des témoins discrets, mais qui sont très importants, parce qu'on peut ainsi, en voyeur patenté, rentrer dans la vie de l'artiste, et c'est pas mal non plus de pouvoir rentrer dans la vie de l'artiste, voilà. Pas la foule des grandes manifs qui célèbrent Picasso, Giacometti, les impressionnistes et autres écoles de peinture en isthme. Non, là, on était tous les deux. Et point barre. Par contre, il y avait un espèce de marchand de soupe, un marchand d'art, à ce que j'ai cru comprendre,
qui gueulait et qui servait de fond sonore à notre déambulation et durant tout le temps que nous avons consacré à l'exposition. Le genre de truc insupportable, il y a des mecs, c'est des vrais pétzouilles. Et là, comme c'était un marchand d'art, enfin qui se revendiquait ainsi, un peu critique aussi, et je me demande si son goût est rapport avec ces gueulantes, ça ne va pas être triste. Hein. Alors que la peinture de Gueldry n'est que paix et reconnaissance. Voyez-vous, c'était le contraste entre les gueulements, cet individu, et puis ce qu'on regardait. Même dans les représentations de la guerre, par exemple avec un tableau du champ de bataille de Verdun, où les morts tentent de sortir de la terre, où un obus les a enterrés. Vous savez, c'était classique. C'est même dans l'histoire de cette guerre terrible, cette boucherie invraisemblable, où des soldats mouraient enterrés vivants, parce que quand un obus ou une bombe tombait à proximité, ça soulevait peut-être une tonne de terre qui retombait sur les piou-piou qui étaient à côté, et des fois ils étaient dans des trous d'obus, en pensant que, évidemment, l'obus ne retomberait pas 2 fois dans le même trou, ce qui pouvait s'avérer assez juste, mais s'ils tombaient à côté, ils étaient marrons sous le tas, et ils étaient enterrés vivants. Et alors des fois, on voit une main qui sort, on voit un mec qui est à moitié enterré, on voit des gens, enfin, c'est les scènes d'horreur habituelles, mais avec comment dirais-je, la peinture de Gueldry, c'est pas du tout, c'est une sorte de quiétude, c'est très, très curieux d'ailleurs, une sorte de quiétude du lieu qui fait son petit urbain de relaxation. Mais je crois que c'est dû à sa facture, parce que comme je vous l'ai déjà plus ou moins dit, il a pas une touche agressive, il a pas une palette agressive, tout est en ton rompu, etc. Voilà, ça crée une certaine légèreté même dans les scènes de guerre. Bon, mais par contre, c'est bien une scène de guerre, puisque quand on voit ce qu'il y a sur le tableau, on peut pas en douter. Voilà. Je ne sais pas, peut-être à cause du violateur et de sa voix de Rogom, qu'on apprécie la quiétude des peintures de Gueldry. Et la pluie aussi, peut-être qui battait les vitres, de tout ce qui dérangeait l'ordre des choses, l'ordre qui sous-tendait l'ordre des choses. C'est un peu subtil, mais néanmoins très clair. Voilà. D'une époque où certains artistes, tels que Fernand Gueldry, ne recherchaient pas l'effet qui fait frémir la bourgeoisie, mais l'effet tout simple de la vie, de la mort, les reflets de l'eau et les nuages blancs qui flottent sur l'océan. Ce qui aujourd'hui nous manque tellement. Voilà, donc c'était un petit tour quasiment champêtre de cette exposition de toile en toile, de dessins en gravure, etc., de photos même, de l'œuvre d'une toute petite partie de l'œuvre de cet artiste, qui, je le rappelle, était un fils d'industriel de la rue Amelot, curieux, au 65 de la rue Amelot. Et voilà, on l'a jamais vu, on n'a jamais fait attention, mais si on y retourne par hasard un jour, j'aimerais bien aller voir ce qui est devenu ce 65 de la rue. Ouais, mais je vais raconter un petit peu sa vie, là, justement. Et c'est pas 65, c'est 64, donc faut pas se tromper de trottoir. Ah merde, voilà. Donc, effectivement, ce Joseph Ferdinand Gueldry, donc, né à Paris en 1858. Donc, son père est ingénieur, et donc, comme tu le disais, ils gèrent des ateliers parisiens de la Compagnie des Forges d'Audincourt, donc, au 64 rue Amelot, quoi. Et donc la famille habite sur place, et donc Ferdinand Gueldry fait partie d'artistes qui vont découvrir effectivement le travail industriel rapidement par leur univers familial. Donc sa famille possède aussi une résidence secondaire au Plessis-Trévis, et donc ce jeune Ferdinand va souvent sur les bords de Marne. Il aime bien peindre le bord de l'eau, donc on dit qu'à 13 ans, il peint déjà un lavoir qu'il aurait, au don prometteur. Ça, c'est dans les brochures, ils aiment bien quand même toujours un peu fantasmer sur tous nos peintres des 13-14 ans avaient un très bon coup de crayon. Picasso qui avait le génie de je sais plus qui, et quand il avait 6 ans, voilà. Cette famille, donc la famille Gueldry, acquiert aussi une résidence à Brise-sur-Marne, donc sur les bords de Marne, et Gueldry installera là-bas son atelier.
Pendant la Commune, la famille fuit. Alors elle fuit d'abord dans sa propriété du Plessis-Trévis, puis après ils vont partir à Bordeaux, et là Ferdinand pourra entendre les discours de Gambetta, et on raconte que quelques années plus tard, il a un atelier au 30 rue des Martyrs à Paris, et que sa voisine, qui est une amie de Louise Michel, tirera sur son propriétaire, et Gueldry sera appelé comme témoin à décharge, ce qui lui gagnera l'amitié des communistes. Ouais, voilà. À 15 ans, il rentre à l'école des Beaux-Arts, et il va devenir l'élève de Jérôme. Donc là, forcément, il va recevoir un enseignement néoclassique, académique. Mais pour Gueldry, en fait, l'innovation réside plus dans l'attachement à un genre nouveau. Donc lui, il a envie de faire des compositions nautiques animées, et non plus donc ces fameux sujets mythologiques, religieux, historiques. Voilà. Jérôme est un spécialiste. Ouais. Donc voilà. Même si plus tard, on verra Gueldry à une période où il est peintre de l'armée, il peint des scènes, quelques scènes de guerre qu'on trouve pas terribles du tout d'ailleurs par rapport à ce qu'il a fait. Je parle pas de la guerre de 14, je parle de la guerre de 7 ans. Là, c'est ou pas la guerre en dentelle. Ou des oui, c'est ça. C'est pas très intéressant ça. Voilà. Donc on le décrit comme un solide gaillard, donc il fait partie il est sociétaire de la Société nautique de la Marne à Joinville-le-Pont, qui existe toujours. Voilà, sur l'île Fanac. Et son frère Victor en fait partie aussi. Et voilà, on dit que c'est un magnifique gars, charpenté pour la lutte, au tamat, au poil noir, au regard puissant. On a l'impression d'entendre Maupassant les nouvelles de Maupassant. Donc en fait, c'est un canotier fort, qui a de bons résultats, quoi. Il est doué, et il obtient certaines fois des victoires. Il remporte pas mal de prix, quoi. Donc il va voyager aussi à la même époque. Donc là, il est encore jeune, il a 18 ans. Il voyage en Alsace, il rapporte plusieurs tableaux. Et après, donc, il continue à se faire remarquer. Et encore jeune, vers une vingtaine d'années, il va travailler dans divers ateliers parisiens et briards. Donc là, il y a plusieurs adresses parisiennes. Donc, et malgré le fait qu'il ait plusieurs adresses, il n'est jamais très éloigné de l'usine familiale de la rue Amelot. C'est l'attachement familial, voilà. Et donc il est même reconnu administrativement par les impôts habitant rue Amelot, donc pourquoi pas, il prend ses repas avec son papa. Moi je trouve ça plutôt sympathique, quoi. Et Monsieur Gueldry, donc un des rares peintres qui est tenté de s'affranchir de ses souvenirs d'école et d'aller droit à la nature. Il mérite vraiment qu'on l'applaudisse. Ça, c'est quand il exposera une régate à Joinville-le-Pont. C'est Huysmans qui commente ainsi son travail. Ah, Huysmans, ouais. Ouais. Donc il continue, il a du succès, donc il continue de peindre. On viendra sur ses tableaux tout à l'heure, donc je vais pas là tout raconter, mais il y a des grands dessinateurs qui le saluent. Il y a Bertal qui constate qu'il combine la technique de Gérôme et celle de Manet, donc voilà, il est vraiment reconnu, quoi. Il va continuer donc à peindre toujours ces scènes de guinguettes, ces scènes d'eau. Et à 28 ans, en fait, il va élargir son travail. Il va représenter donc la vie ouvrière, c'est ce que tu disais. Et là, avec un regard naturaliste. Et en fait, c'est pratiquement un point de vue documentaire sur cette deuxième révolution industrielle. Donc là, il va peindre plusieurs tableaux avec beaucoup de précision. Et c'est vrai qu'on n'a pas tant l'habitude de voir tous ces tableaux d'ouvriers. Moi, ça m'a fait penser, je ne sais pas si tu te souviens, à Constantin Meunier qui avait peint des scènes comme ça quand on est allé en Belgique au musée de Oui, et puis il a aussi été qualifié de clair-obscurantiste, parce que il avait une façon de traiter la lumière qui était très très originale. Voilà, d'ailleurs il y a une reproduction. Je ne sais pas si elle y était, non, ils n'y étaient pas. Si, je crois qu'ils y étaient. C'était des photos. Oui, c'est des photos, oui, ça a raison, c'est des photos. Où il y a une photos. lumière magnifique, une lumière, mais vraiment un petit peu. Moi, ça me faisait penser un peu à Vermeer. Complètement. Ouais. D'ailleurs, c'est la même composition, si on veut, parce que c'est le décapage des métaux, là, je l'ai sous les yeux. Et en fait, il y a cette vitre sur la gauche, en plus, une vitre un peu flamande, justement, parce que c'est ces vitres industrielles qui sont plein de petits, avec des croisements, quoi. Il y a plein de petits morceaux de vitres. Et donc, il y a la lumière, qui arrive de l'ouest, comme ça, et qui est sur ces travailleurs. Et là, c'est un décapage de métaux, quoi. Ouais. Et ce que tu disais, c'est ça, c'est que, c'est Paul Mantel qui disait: la petite école des clairs-obscurantistes s'est augmentée il y a 4 ou 5 ans d'une précieuse recrue, Monsieur Ferdinand Gueldry. Voilà. Ouais.
La peinture, telle que l'entend M. Delgris, n'a rien à voir avec le théâtre. Elle constate des réalités, elle nous introduit dans des ateliers ou des laboratoires où les personnages et les choses ignorent toute velléité littéraire. Voilà. Non, ça c'est quand même important, parce que c'est pas simplement un peintre de bord de mer, ou de bord de rivière, ou de voilier, ou de cette bourgeoise. Je pense que le fait d'avoir vécu, pas dans l'atelier de son père, dans sa fabrique, mais au-dessus, enfin, il logeait là, toute la famille, ça a dû vraiment l'influencer. Il rend ainsi un certain hommage à la classe ouvrière, parce que voilà, c'est pas du tout... C'est vraiment ce que tu me rappelles à propos de ce peintre qu'on a vu en Belgique, là. Ouais, je me rappelle plus où était son musée, c'était pas très loin d'Ostende, là, c'était à une vingtaine de kilomètres d'Ostende, entre Ostende et Bruxelles. Non, c'était pas à Bruxelles. Ah, Constantin-Meunier, oui, c'était à Ixelles, t'as raison, c'était à Ixelles, oui. Ouais. Non, tu confonds avec un autre. Oui, je confonds avec celui que tu as en bas là. Ouais. Voilà. Donc il reçoit régulièrement des médailles, mais nous on n'est pas trop branchés par les médailles, donc on ne va pas s'appesantir là-dessus. En 1890, il peint un tableau qui s'appelle Des régates à Nogent, et en fait ce tableau va lui permettre de gagner une bourse. Donc cette bourse de voyage, il va retrouver un ancien camarade à lui des Beaux-Arts qui habite en Moravie. Donc ça va lui permettre aussi de refaire une nouvelle série de toiles là-bas en Moravie. Il va aussi continuer à voyager. Hein. Il visite la Bohème, il visite Prague, la Hongrie, Budapest. Il va en Italie, il va dans le nord, dans l'Allemagne du Sud, il va à Munich, à Nuremberg. Enfin voilà, il fait pas mal de voyages. Il va bien sûr aussi voir les galeries de Florence, les palais et les églises de Venise, de Milan, de Gênes. Il retourne à Paris. Il se repose un petit peu, il repart en Espagne, il visite toutes les villes importantes et les centres artistiques les plus connus, et il va terminer donc tout ce périple par les collections d'art et les villes pittoresques de la Belgique et de la Hollande. Donc il a fait le tour un peu un tour artistique. Le tour classique, de les peintres à la fin du 19e siècle. Ouais. Voilà. Donc là, il fera plutôt il peut faire des aquarelles, des croquis. On en a vu quelques-uns de tout ce qu'il a rapporté en fait. Il y a un magnifique dessin à la plume, vraiment très 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 beau. Ouais. Ouais. En 1892, donc il va illustrer Mouche, souvenir d'un canotier, justement, qui est une nouvelle aussi de Maupassant. Ouais, j'hésitais à lire un extrait de Mouche, justement, à cause de ça. Mais en fait, Mouche, on est très rapidement dans l'histoire de cette jeune femme, donc on n'est pas dans ces descriptions de bord de Marne, de canotier. C'est plutôt ça que j'avais envie de trouver, quoi. Et c'est une très bonne envie, ma camarade. Alors quand il a 37 ans, il se marie, il va épouser Jeanne Maurice. Alors Maurice, quand on dit Maurice, on pense à Colonne Maurice. Et en fait, et c'est la petite fille de Richard Maurice, qui est justement créateur de ces fameuses colonnes parisiennes. Ouais. Et en fait, son l'atelier d'imprimerie des Maurice se trouvait face à l'usine et l'habitation des Galeries rue Amelot. Voilà. Donc, à l'occasion de son voyage de noces, Ferdinand Gueldry va faire découvrir l'Angleterre à sa femme. Et effectivement, il ira très souvent en Angleterre aussi participer à des courses, des compétitions de canotage. Voilà, sur la Tamise. Et il fera beaucoup de tableaux. Il sera même arbitre international d'aviron. Oh là 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 là. Donc après, il y a son passage, après l'Angleterre, il y a son passage de peintre d'histoire. Donc ça c'est la guerre en dentelle, ça nous a pas bouleversé. Il va aussi travailler donc sur les buveurs de sang. Là, c'est une gravure sur les abattoirs. Les abattoirs. Voilà. Il continue à exposer, à faire ses tableaux aussi d'ouvriers. Il fait aussi un passage où il va travailler sur un plafond pour un théâtre qui se situe à Épernay. Il y aura une embrouille parce qu'en fait la ville entre-temps lui dit de travailler, entre-temps ils vont choisir quelqu'un d'autre, donc il y a une grosse embrouille financière et finalement son plafond sera au théâtre de Cahors. Voilà. C'est ça, le plafond qui était refusé par Épernay va se retrouver à Cahors, et là Gueldry va y installer ses toiles. Nous, ça nous a pas bouleversé. Il y avait des reproductions, c'est des reproductions allégoriques, c'est pas quelque chose qu'on aime particulièrement. Non, on aime pas les gens, bon.
Mais enfin, ce qui est intéressant, par contre, c'est grâce à cette commande, Gueldry peut s'acheter un petit yacht qu'il va appeler la Ghislaine, qui est le nom de sa fille. Il a 3 enfants, donc Ghislaine, c'est sa fille. Ouais, c'est ce bateau à vapeur qu'on voit sur la Marne. Ouais. Et donc, avec sa femme et ses enfants, l'été, il repart, il remonte la Seine, il remonte l'Yonne, et il est lui-même barreur sur son bateau. Et donc, je pense qu'il est heureux, quoi, d'être sur ce bateau, sa Ghislaine. Bateau à vapeur, je signale que ça fait drôle, parce que il y a une grande cheminée, et je pense qu'il doit y avoir un chauffeur qui alimentait la chaudière du bateau. Bon, par contre, à la guerre de 14 et l'entretien du bateau le forceront à s'en défaire en 1917. Donc, malgré ses commandes, il ne devait pas non plus avoir une immense fortune, quoi. Alors son tableau sur la Tamise, lui est présenté à un concours à l'exposition universelle aux États-Unis, et effectivement il a beaucoup vendu aux États-Unis, même sans jamais s'y rendre. Apparemment on ne sait pas par quel intermédiaire il a vendu ses toiles aux États-Unis, quoi. Sûrement un marchand d'art, voilà, donc voilà, c'est en gros c'est toute sa vie. Donc après il a vécu aussi, il est allé souvent en été, il passait l'été en Bretagne parce qu'il y a quelques toiles de la Bretagne, des toiles aussi on verra du sud de la France. Il a continué après, donc il fait toutes ses vues de plein air, et il est parti habiter à la fin de sa vie, il va partir habiter en Suisse. En fait, et c'est là qu'il va mourir, c'est quand il sera en Suisse. Quel drôle d'idée. Voilà, 79 ans, il meurt en 1938, donc ça lui fait 80 ans, quoi. Ouais. Donc il meurt à Lausanne, voilà, 17 février 1945, il va mourir, quoi. Et on ne sait pas pourquoi il est parti en Suisse. Eh ben non, je crois pas qu'on sache pourquoi il est parti en Suisse. Ouais. C'est peut-être à cause de la guerre, parce que non. Quelle guerre il y a 14 ? Non, il part, attendez, parce que je retrouve, quand est-ce qu'il part en Suisse ? Je sais pas, ouais. Il s'installe en Suisse en 1938, donc c'est quand même... c'est tard. Ouais. Par contre, quand quelques années avant, en fait, on dit qu'il préside toujours des comités, des jurys. Il est vraiment impliqué dans le syndicat de la propriété artistique. Il est rapporteur de la fondation Taylor. Je pense que c'est cette fondation là où on a pu voir Thierry Morceau. Donc, il développe sa préoccupation, c'est de protéger les artistes qui sont malmenés par l'évolution économique. Donc, je pense qu'il s'implique quand même pour les artistes, quoi. C'est comme un mec comme Guy Loé, alors. Voilà. Alors ce qu'on dit, c'est que sa maison familiale qui était à Brie-sur-Marne, là où Gueldry avait ses ateliers, a été vendue par les Gueldry en 1900 et que malheureusement elle a été démolie en 1988. Mais la ville de Brie-sur-Marne s'est rachetée, elle a donné le nom de Ferdinand Gueldry à une allée située à son emplacement. Bon, voilà, ça c'est toujours les histoires comme ça, les maisons qui finissent justement, mal. Je voulais savoir s'il y avait encore... On pouvait aller voir son atelier. On serait allé en pèlerinage. Ouais, mais non, il n'y a plus d'atelier, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. La ruelle Gueldry, bon, d'accord, mais bon, si c'est une petite ruelle sympa, encore ça va. On n'est même pas sûr. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil connaît son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez belle fille, là sous la charmille, soyez bien gentille, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste honnête, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc, le petit vin blanc
qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de Nogent. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de Nogent. Assez charmant, la taille souvent prend de l'avantage. Ce n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande sévère à la jeune enfant: ma fille, raconte comment, triste honte, as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de Nogent. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de Nogent. Car c'est toujours pareil, tant qu'il y aura du soleil, on verra les amants au printemps s'en aller pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de Nogent. C'était Le Petit Vin Blanc de Lina Margy, et je viens de m'apercevoir qu'on ne l'avait jamais passé sur un racaille. Incroyable. Et voilà, c'est Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, qui va se terminer sur cette histoire de Fernand Gueldry, ce peintre oublié comme des milliers d'autres. Sauf que celui-là, il est oublié alors qu'il ne le mérite pas vraiment, parce que les milliers d'autres, souvent, ils sont oubliés pour une raison assez évidente, c'est qu'ils sont nuls. Mais vraiment pas toujours. Il y a beaucoup d'artistes perdus dans les terres de la mémoire qui mériteraient un autre sort, une autre destinée. Comme Fernand Gueldry, vous avez pu vous rendre compte peut-être au cours de cette émission qu'il avait des munitions dans sa musette, non pas parce qu'il a peint la guerre de 14, mais parce que je veux dire des munitions, des tubes, des pinceaux, des palettes et tout ça. Oui, il n'avait pas de problème financier en tout cas. Non, parce que déjà il sortait d'une famille qui n'en avait pas. Et puis oui, puisqu'il faisait partie de la gentry. Et il avait des revenus d'artistique quand même que beaucoup de rapins d'aujourd'hui aimeraient partager avec lui. Ouais, il a régulièrement des toiles qui ont été achetées par l'État ou autre. Ouais. Mais nous, ce qu'on a bien aimé quand même là-dedans, enfin moi en tout cas, c'est quand même l'eau. L'expo s'appelle Peintre de l'eau et de la lumière, et c'est vrai que ces toiles qui représentent la Marne ou la Tamise sont absolument exceptionnelles, ou les bords de l'Yonne, comme il allait quelquefois sur les bords de l'Yonne. Là, il y a vraiment des couleurs, des reflets, des ambiances. On plonge en plein dedans, quoi. C'est reposant. Il y a des reflets de l'eau, les arbres sur les berges. Enfin, il y a une toile d'ailleurs qui est pas dans le petit catalogue, justement, où on voit une petite chapelle, là, c'est vers Mainvilliers, une chapelle sur la droite avec tout le cours d'eau au centre et ces arbres, c'est absolument magnifique, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui maîtrise le motif, comme on dit, c'est-à-dire qu'il peint pas en atelier ces bords de Marne, etc. Il peint sur le motif, voilà. Et il a une maîtrise parfaite de la nature, de l'eau, de cette espèce de mirage de l'eau, parce que l'eau, ça change tout le temps. Voilà, il faut arriver à capter, si vous voulez, un moment, un petit instant, fugitif de ces changements perpétuels, suivant le soleil, le vent, s'il y a du clapot, s'il y en a pas, etc., etc., etc. Les arbres, bon, même si les arbres ils frémissent un petit peu à la brise du bord de l'eau. Bon, ça peut sembler assez statique, mais l'eau, c'est différent, même des rivières comme la Marne, qui sont pas des torrents de montagne, ça bouge quand même, voilà. Et moi, il y a des peintres, je crois que c'est comment ils s'appellent, non, je veux pas dire, mais enfin, il y a des peintres qui évitent, surtout des peintres contemporains, modernes, enfin contemporains plutôt,
qui évitent de s'attaquer à la rivière, parce que c'est vraiment un boulot, il faut maîtriser le reflet, il faut maîtriser la matière de l'eau. Voilà, c'est pas évident du tout avec un pinceau et des couleurs de représenter, de créer des images de l'eau. Alors il y en a deux aussi que j'ai bien aimé. Alors c'est celle c'est le match là qu'il y a entre la Société nautique de la Marne et le Rowing Club, où on voit l'aviron qui va passer sous le pont, c'est la ligne d'arrivée, et il y a tout le pont qui est complètement rempli de spectateurs. Là, ils sont tous serrés les uns contre les autres. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce grand qui est à l'écluse de Molsey, justement, en Angleterre. Là. Et là, c'est l'embouteillage. En fait, il décrit souvent chaque étape des compétitions. Alors moi, je ne suis pas familière de tout ça, mais il y a cette étape qu'on appelle le cafouillage aussi, où apparemment, des fois, on voit les bateaux qui repartent un peu après les passages, chacun dans leur coin, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, cette écluse anglaise, moi, j'étais persuadé que c'était celle qui est à Neuilly, là, à côté d'ici, parce que c'est exactement la même conformation. On ne peut pas dire autre chose. C'est vraiment la même, voilà. Mais toujours des paysages familiers. Enfin, pour nous qui habitons, enfin pour moi surtout, parce que ma camarade elle est plutôt dans les bois, Montreuil, mais moi je suis au bord de la Marne. Et là, je retrouve évidemment des images de l'enfance, puisque maintenant la Marne a beaucoup changé. Pas partout, mais particulièrement dans le petit bled où j'habite, où ils ont bétonné toutes les rives, et donc c'est un peu moins agréable. Il y a toujours un certain bonheur à regarder l'eau qui coule, mais c'est un peu moins agréable que dans mon enfance. Voilà, bord de Marne, au Perreux-sur-Marne, vous voyez, c'est à côté. Bord de Marne, à Brie-sur-Marne, mais c'est à côté aussi. Et là, on retrouve quand même une espèce de geste des peintres naturalistes, absolument. C'est aussi bien foutu dans la représentation de la nature, de l'eau et des petites scènes de bord de rivière. Voilà, c'est vraiment. Et là, il y a un autoportrait de lui-même qui est dans cette collection. On l'a vu d'ailleurs, c'est un portrait au crayon, mais on dirait de l'Indre, quasiment, quoi. Franchement, c'est vraiment une maîtrise du dessin invraisemblable, voilà. Là, il y a un pont, je connais ce pont-là, c'est un pont qui est pas loin de. Oui, voilà. La Société nautique, bah oui, ça devait être le pont de Brie à l'époque, là, qui a changé, puisque pendant la guerre, il a dû être foutu en l'air. Il y a c'est tout. Non, c'est un peu. Moi, ça m'angoisse pas, mais quand même, genre, chaque image de bord de Marne ou de bord de rivière, même ceux de Lyon, parce que là, il y en a un dont vous parlez, ma camarade, là, vue de Lyon, qui est quelque chose. On pourrait penser que c'est Rousseau, on pourrait pas le douanier, hein, parce que lui, il maîtrisait pas tellement le paysage, mais Théodore Rousseau, ça pourrait très bien être une peinture de Théodore Rousseau. Et puis aussi, mise à l'eau d'un Dutrigers à 8, c'était un grand 8, moi j'appelais ça un grand 8, voilà, et moi j'ai vu des scènes comme ça, et il y en a encore au bord de la Marne, parce qu'il y a encore toutes ces sociétés nautiques qui existent, et ils mettent à l'eau des grands 8, ils mettent à l'eau des skiffs, etc. Ah ouais, quand on se promène, on peut les voir. D'ailleurs, ça donne envie. Malheureusement, bon, je ne parle pas de l'aviron, mais même pour aller se balader comme ça, il faut faire partie des clubs nautiques. On ne peut pas louer apparemment un canoë ou un kayak pour l'après-midi, quoi. Alors qu'avant, il y avait des loueurs de bateaux, mais alors, il y en avait un pas loin de chez moi, au bord de la Marne, mais il avait, je sais pas, je pense qu'il y avait plus de 100 bateaux dans son hangar, quoi, voilà. Et le dimanche, ça n'arrêtait pas. Il y avait une petite cabane au bord de la Marne avec un ponton, et les barques arrivaient du hangar pour que des clients puissent monter dessus. Et quand il parle de ces bâches, de ces bachots, de ces grosses barques-là, ces passeurs, quoi. Il y en avait aussi à Nogent. Voilà, c'était effectivement des barques qui faisaient 5-6 mètres de long, mais massives comme c'est pas possible. Ils pouvaient monter dessus une trentaine de passagers, et il y avait un passeur. D'ailleurs, c'est dommage qu'il l'ait pas représenté, ça. Et là, il y avait un mec aux rames, c'était des rames gigantesques, je sais pas comment il disait. Des fois, le type, il se mettait debout pour démarrer
son bateau, parce que c'est hyper lourd. Il se mettait debout, il s'arc-boutait pour lancer le bateau avec ses rames. C'était... Voilà, je regrette qu'il ne l'ait pas fait, Gueldry. C'est pas bien, Gueldry, là, de pas avoir fait Mon Passeur. Hein, ouais. Sinon, il y a 2 tableaux aussi là qu'il a fait quand il a fait des scènes industrielles, mais dans le Nord, où on voit justement dans les filatures la mise en ballot de la laine, et après les scènes de triage de la laine, où là, ce sont des femmes qui sont représentées, hein, qui travaillent dans ces filatures. C'est pareil, hein, d'inspiration naturaliste. Absolument. On voit vraiment le travail, la plume là, qui est complètement le duvet de la plume qui vole partout. Et là, c'est avec aussi là, dans le deuxième, une lumière qui vient du ciel là, qui est filtrée par la baie vitrée, quoi. Voilà. Alors pour ce qui concerne ces peintures de bord de mer provençales, je suis un peu moins convaincu. Bon, je préfère vraiment ces bords de rivière. Je trouve que le reste, c'est un peu plus, enfin, c'est pas vraiment original, c'est un peu passe-partout comme ça. Voilà, la Provence. Puis j'en ai ras la casquette de voir des paysages provençaux. J'en ai trop vu, surtout des mauvais. Voilà, donc voilà. Alors, je vais revenir, si ma camarade me le permet, sur Verdun, une huile sur toile, mais c'est pas un grand tableau, ça paraît gigantesque comme ça, un concert produit, mais en fait c'est un tableau, ça doit être 15 figures à peine, voilà, où il y a cette étonnante, comment dirais-je, interprétation d'un champ de bataille, puis pas n'importe lequel, c'est Verdun, où il y a justement tous ces gens, ces soldats à moitié enterrés, morts, etc., en décomposition et tout ce qu'on veut, quoi, avec les tranchées, etc., le ciel avec des fumées d'incendie ou de bombardement, enfin on ne sait pas trop, mais ça devrait normalement nous révulser, ou nous faire frémir, ou nous angoisser. Enfin, moi, j'ai pas ressenti ça. Faut dire que j'ai vu des films, des documentaires sur la guerre de 14, qui, par exemple, là, n'étaient pas du tout interprétés par un artiste peintre. Et c'est quand même beaucoup plus violent. Là, c'est une bonne peinture, voilà, une bonne peinture d'histoire, mais c'est pas le genre d'artiste qui appuie sur ce qui fait mal, voilà. Pas pour faire oublier que c'est atroce la guerre, mais voilà, qui est une vision assez tranquille de ces choses parfaitement horribles, quoi. Ça risque de pas être très compris aujourd'hui, parce que justement, aujourd'hui, on a plus l'habitude le moindre petit bobo, voilà, il y a tout de suite une cellule psychologique, il y a tout de suite, voilà, ça fait la une des presses, des télévisions, des radios. À cette époque-là, pas vraiment. Voilà, pour les poilus, il n'y avait pas de scène d'assistance, voilà, après les traumatismes extraordinaires qu'ils ont subis. J'ai vu des images de la guerre où on voit tous ces estropiés, ces défigurés, c'est ce qu'on appelait les gueules cassées. Il n'y avait pas de cellule psychologique, pour tout dire, voyez-vous. Voilà, il fallait qu'ils se démerdent tout seuls pour s'en sortir. Ouais, bon, on a fait à peu près le tour. Maintenant, il faut aller à Nogent, quoi. C'est pas très compliqué. Le plus simple, c'est de descendre soit au RER Nogent-sur-Marne, soit d'aller jusqu'au château de Vincennes et de prendre un bus qui mène jusqu'au musée, le 114, par exemple. 114, le 120. Ah non, il n'est pas à Vincennes, le 120. Le 114 ou le 210, voilà. Et si vous sortez du RER à Nogent, vous avez le 120 que vous pouvez prendre, qui vous emmènera, vous arrêtez au marché. Enfin, voilà. Et puis là, vous remontez la rue Gallieni et vous êtes sur le trottoir de Dronte, vous arrivez au musée. Voilà, c'est une exposition qui est gratuite, c'est important de le souligner. En plus, la jeune femme à l'accueil nous remet un petit livret qui est très complet. C'est là que j'ai pioché toute sa bio. Il y a beaucoup de reproductions de tableaux. Enfin non, c'est l'occasion après, si vous avez le temps, d'aller faire un petit tour sur les bords de Marne quand même. Oui, alors c'est plutôt conseillé d'y aller quand il fait beau. C'est les bords de Marne. Avec un temps comme aujourd'hui, ça peut, pour les gens qui aiment bien les paysages un peu tristes, voilà, c'est le top, là, en ce moment. C'est sur les bords de la Seine, pas bien loin de Charenton,
que ceux qui travaillent la semaine se rafraîchissent les poumons. L'air qui vient dans la poitrine, c'est le bonheur, c'est la santé. Mais s'il sent un peu l'usine, il a le goût de la liberté. Mais c'est surtout la guinguette au bord de l'eau, qui fait tourner dans les têtes les mots que l'on croit nouveaux. On entend chaque dimanche parmi les branches les tourtereaux échanger l'aveu d'amour qui doit les lier pour toujours. Une bonne odeur de frites vient griser les délicats, et l'accordéon excite les sens avec une java. Tout est joyeux, c'est la fête quand on quitte le boulot pour aller à la guinguette au bord de l'eau. Le rire des belles filles fusant sous les parasols se confronte avec les trilles que lancent les rossignols. Le Bourgogne est une merveille, il chauffe et ragaillardit, c'est du soleil en bouteille, même quand on en boit la nuit. Mais c'est surtout la guinguette au bord de l'eau, qui fait tourner dans les têtes les mots que l'on croit nouveaux. On entend chaque dimanche parmi les branches les tourtereaux échanger l'aveu d'amour et qui doit les lier pour toujours. Et feuillant la marguerite, ils disent aussi tout bas, en observant bien les rites, des choses qu'on n'entend pas. Tout est joyeux, c'est la fête, chacun chante sa chanson, mais les baisers sont honnêtes, ainsi le disent les garçons. Qu'ils étaient doux les dimanches, quand sous les branches les tourtereaux échangeaient l'aveu d'amour et qui devait les lier toujours. Si nous revoyons sans cesse tous ces ravissants bosquets, c'est que de notre jeunesse ils ont gardé les secrets. Mais quand un sourcil nous guette, fermons les yeux aussitôt, nous rêvons à la guinguette au bord de l'eau. C'est la guinguette interprétée par Damia. Oui, alors c'est un must, hein. Pour nous c'est vraiment le summum. Non, c'est une émission de jeunes en même temps. Bon, voilà, on sait ce qu'il faut pour qu'elle garde sa réputation. Et vous êtes évidemment toujours sur Radio Soupente, qui est la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet aracaille.fr. Alors il y a tout un truc, mais si vous tapez simplement Aracaille, ça suffit. Si vous allez sur le net, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Voilà, on va passer aux petits remerciements. Les expositions, Robert, ah bah les expositions, ils sont au-dessus, les expositions. Mais... Ah bah oui. Ah mais il est pressé d'aller se coucher. Hein. Alors, les expositions, imaginez, c'est un scoop, Fernand Gueldry à Nogent-sur-Marne. Ouais, Ferdinand Gueldry, donc à Nogent-sur-Marne, bon bah c'est jusqu'au 29 mai, donc vous avez le temps d'attendre les beaux jours pour aller faire la promenade sur les bords de Marne. Voilà, c'est ça. Il y a encore des petits bistrots sympas. Bon. Il y a un petit bistrot, si on continue les bords de Marne du côté de Brie, qu'on dépasse Brie, vers Neuilly-sur-Marne, il y a un petit bistrot qui s'appelle Chez Fifi. C'est une guinguette. C'est une guinguette, ça vaut le déplacement. Sauf les cafés qui coûtent quand même bonbon. Voilà, le café est à 3 €, mais bon, là, on s'assoit sur une table, on est face à la Marne, donc je pense qu'on paye le paysage. Ouais, alors autant pousser une pote jusqu'à Gournay, puis aller à notre pizzeria préférée, où aussi on a la vue sur la Marne, mais c'est moins cher. Alors, les autres expositions. Moi, je suis allée à Fontenay ce jeudi 22 novembre. Il y avait une exposition dans le cadre de la quinzaine de la solidarité. C'est Rêver à Gaza. C'est deux peintres palestiniennes originaires de Gaza, donc dont le travail est exposé. L'une d'elles, Malak Matar, était présente. Donc ça, c'est dans l'émission Intifada où j'ai fait un enregistrement de ce
qu'elle a un petit peu raconté de sa vie et de son travail, que vous pourrez l'écouter. La semaine prochaine. Mais l'exposition est visible jusqu'au 2 décembre à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative. C'est 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry, donc à Fontenay-sous-Bois. Et là aussi, c'est gratuit. Donc les deux femmes peintres donc exposent leur travail là-bas. Tu peux répéter leur nom? Malak Matar et Leila Kassab. C'est deux travaux complètement différents. Et moi, j'aime beaucoup le travail de Malak, qui est puissant. Et elle est toute jeune, pourtant, Malak, elle a à peine 19 ans. J'étais vraiment impressionnée par son travail, quoi. Il y a toujours notre Christine Gendre Bergère qui expose à l'Association pour l'art et les centres populaires au 59 bis rue des Cascades jusqu'au 25 novembre. Donc il faut se dépêcher, avec un travail qui s'appelle Lampedusa ou le passage de la mer, et donc qui a fait tout un travail de gravure autour des migrants en partant du guépard du film de Visconti, et elle a associé donc ce personnage du guépard sur ses fonds de gravure, et donc elle était présente dans notre émission la semaine dernière, et on peut l'écouter parler de son travail. Le musée Gustave Moreau, c'est pareil, vers le songe et l'abstrait, donc une exposition dont nous avons déjà parlé au musée Gustave Moreau, 14 rue de la Rochefoucauld. Tout ça, c'est jusqu'au mois de janvier. Polarego, c'est pareil, c'est jusqu'au mois de janvier. Une peintre portugaise, et Contes cruels de Polarego, c'est pareil, un travail qui nous a énormément plu. Une exposition aussi, un travail puissant avec ces personnages, beaucoup de travail de peinture, de toile au pastel. Les portes ouvertes des ateliers du Père Lachaise les 1er et 2 décembre, justement, c'est l'occasion d'aller rencontrer Christine Gendre dans son atelier. Elle travaille rue du Repos. Une exposition au musée Bourdelle. Alors là, j'ai simplement vu une affiche dans le bois de Vincennes. C'est transmission, transgression, maître et élève. Voilà, donc probablement à découvrir. Je pense qu'on ira y faire un tour. Ouais, sûrement. Voilà. Après, dans le culturel de la semaine, alors il y a sur Arte un film que Robert a vu. Il m'a dit, il faut que tu regardes ça. C'est un film qui s'appelait Stefan Zweig, Adieu l'Europe. T'en parles un petit peu, Robert, ou tu veux en parler? Non, c'est 5 périodes de la vie de Stefan Zweig quand il est parti en exil en Amérique latine. On le voit au Brésil, en Argentine, et voilà, donc même à New York. Et à New York, effectivement, mais il n'était pas branché par l'Amérique. Non, pas du tout. Non. Donc on le voit avec sa nouvelle femme Lotte. Et comment il vit son exil, ce qu'on attend de lui éventuellement dans ses discours, ce qu'il n'a pas envie de dire non plus, et comment cet homme est un pacifiste convaincu, quoi. Oui, parce qu'il n'a pas envie de la ramener sur si vous voulez, sur ce qui se passe pour lui, mais pour tous les artistes juifs d'Europe, qu'une mission américaine a essayé on a rapatrié une centaine en Amérique à partir de Marseille. Mais lui, alors, dans les conférences auxquelles il est invité, auxquelles il assiste, on attend de lui qu'il parle de ça, qu'il parle de la Shoah, etc., etc. Et lui, non, parce qu'il considère que, comme réfugié, il n'a pas à se vanter de quoi que ce soit. C'est un peu peut dire en même temps, oui, je suis réfugié, je suis à l'abri. Mais d'autres artistes sont vraiment là, et d'ailleurs il les aidera, il en aidera beaucoup, même ce qui lui mine le moral, parce que ça le ramène toujours à sa position de privilégié, alors qu'il a des amis en Europe qui ont encore les nazis au cul, voilà, et il essaye de faire tout ce qu'il peut pour leur obtenir des visas pour venir en Amérique du Sud, etc. Mais c'est pas toujours évident. Ouais, d'ailleurs, il y a une phrase qui est dite dans la première période du film. Il va répondre ça à un jeune compatriote, justement, qui essaye de lui faire dénoncer Hitler, et il lui répond « Tout geste de résistance qui ne comporte aucun risque et reste sans effet relève de la pure vanité. » Voilà. Et elle est vraiment importante, cette phrase. C'est très important. Et l'acteur qui incarne Stefan Zweig, il est magnifique, tout simplement magnifique. Voilà. Très sobre. Très sobre, mais un jeu, mais alors... Voilà, on est vraiment dans la peau de ce grand écrivain qui dans l'esprit, enfin, dans ses lecteurs mondialement, il vient tout de suite après Thomas Mann, quoi. C'est vraiment
quand on voit l'accueil qu'il reçoit dans les pays d'Amérique latine, comme le Brésil, l'Argentine, et même, il a un éditeur américain aussi, il publie ses livres, évidemment. Mais voilà, il a vraiment une notoriété extraordinaire, et lui, il va finir, malheureusement, sa vie, ça va être tragique, sa fin de vie, lui et sa compagne, mais comment dirais-je, je vais dire quelque chose qui m'a échappé encore un coup, voilà. Stefan Zweig finit très mal sa vie, mais il a toujours, d'une certaine manière, été, comme l'a dit ma camarade, vraiment un pacifiste convaincu, et on le comprend. Cet acteur qui incarne Stefan Zweig vous fait vraiment appréhender, sentir ce pacifisme chez lui. Et donc en fait, l'acteur qui fait le rôle de Stefan Zweig, c'est Joseph Hader, et le film est de Maria Schrader. Voilà. Ouais, t'as dit le titre du film? Oui, Adieu l'Europe. Adieu l'Europe, ouais. Stefan Zweig, Adieu l'Europe. Ouais. Et on peut le voir donc sur Arte jusqu'à ce soir. Donc voilà, faut se dépêcher, mais c'est intéressant, faut vraiment le regarder. Un autre film que j'ai vu, moi, c'est le film Chocolat. C'est un film de Roche Dizem qui a déjà quelques années, qui est interprété par Omar Sy. Alors moi, je suis pas une fan d'Omar Sy. Et par James Tiriet. James Tiriet est un petit-fils de Chaplin, et lui est absolument fabuleux. Et en fait, le clown Chocolat, c'est l'histoire de ce clown noir avec Foutit, qui était un clown blanc. Donc c'est cette histoire de ce premier duo de clowns, justement, qui est un des premiers qui a l'initiative donc des duos de clowns. Et donc c'est un peu l'histoire de ce clown noir Chocolat qui s'enfuit très jeune de l'esclavage, en fait, où sa famille était, et donc qui va arriver et qui va être dans un cirque dans le nord de la France. Et Foutit, qui est clown blanc et qui joue tout seul, en fait, va monter un numéro avec lui. Et donc ça va être toute cette histoire. Après, ils vont être pris à Paris. Ça va faire ils ont un succès incroyable. Hein, c'est vraiment, ça fonctionne bien. Bon, après, l'histoire tournera un peu différemment pour Chocolat. Et moi, j'avais pris connaissance de cette histoire du clown Chocolat par un travail de Gérard Noiriel, justement, qui lui est donc sociologue, historien, et qui avait travaillé beaucoup sur les migrations, donc qui s'était intéressé justement à ce clown Chocolat. Donc lui, Gérard Noiriel, on avait tiré un spectacle assez sobre et historique. Bon, là, c'est un film, mais c'est quand même très bien joué. Et Omar Sy est quand même un excellent acteur, et James Tiriet traverse l'écran, quoi. Donc voilà, c'est Roche Dizem, c'est à découvrir. Et Gérard Noiriel, on peut rappeler qu'il vient de sortir un livre aux éditions Agone sur l'histoire populaire de la France, un livre de 800 pages. Oui, il faut le faire. Moi, je l'ai commencé, mais c'est très facile à lire, hein, mais bon, 800 pages, c'est pas pour tout de suite que j'ai fini. Et dans lire, j'ai envie de continuer à parler de Panaït Istrati, parce que c'est ma découverte d'auteur, et vraiment de sa vie quasiment. De ma vie peut-être pas, mais en tout cas c'est vraiment un grand auteur. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai vu que le Canard enchaîné en a parlé aussi, parce que la vie d'Istrati est parue en BD chez Actes Sud. Il y a du volume, et le Canard enchaîné la semaine dernière, je crois, en parlait. Mais moi, j'ai découvert par un autre biais. Et donc, celui que j'ai lu, que je viens de dire, c'est Codine. Codine, c'est un grand costaud dans un port. Et une des premières phrases du bouquin, c'est ça, c'est Codine va rencontrer Adrien, dont la maman est blanchisseuse, ils n'ont pas d'argent. Ils viennent de s'installer dans un quartier de Roumanie, qui est un quartier pauvre. Et donc, tout le monde parle de Codine avec des interrogations. C'est le grand costaud du port, personne n'ose l'approcher. Et donc, quand Adrien découvre Codine, voilà ce que Codine lui dit. Sais-tu ce que c'est faire mal à quelqu'un? Alors Adrien lui répond, c'est le faire souffrir. Ah non, mon bonhomme, tu n'y es pas. Le mal, le seul mal, c'est l'injustice. Tu attrapes un oiseau et tu le mets en cage. Ou bien, au lieu de donner de l'avoine à ton cheval, tu lui fous des coups de fouet. Voilà des injustices, il y en a bien d'autres. Et en fait, on va faire connaissance au fil de l'histoire avec Codine, qui va se révéler avoir un cœur immense, qui en fait a envie tous de rendre un peu de justice. Bon, malheureusement, le sort, c'est pareil, la vie va le rattraper, et ça va mal se terminer pour lui. Mais il y a tous ces messages aussi sur le pacifisme, sur les pays, sur les nations. Enfin, c'est vraiment à lire, quoi. Ouais, d'accord. Bah, tu donnes envie de le lire, hein, ma chère camarade.
Bon, on passe à la suite. Voilà. Alors, les remerciements à Claude et André, à Karine Ouzette. Karine Ouzette, une artiste, faut la connaître. Marie-Christine Beyer, oh là là, une artiste, faut la connaître. Une graveuse gardoise de Pujol. Christiane, une femme de ménage, on peut l'appeler ça comme ça. Ouais. Mais alors, faut voir la femme de ménage, hein, c'est pas n'importe qui, hein, elle fait un ménage extraordinaire, Christiane, et surtout, c'est une très belle femme, une âme de belle femme, voilà. Une Louise, quoi, comme je les appelle, toutes les femmes de ce tempérament, de ce caractère, de cette beauté morale, je les appelle des Louises, en référence évidemment à Louise Michel, hein, si vous ne connaissez pas, documentez-vous vite fait. Claude et William, nos auditeurs bretons, chéri, Jean-Paul Souvraz, notre peintre de Schnorr de coup de Kerbranche, chéri, Claudine, une pote de ma camarade Piquet-Cou, qui l'appelle Clo-Clo, une amatrice d'art, et pas n'importe laquelle, qui a une collection, une bibliothèque sur les bouquins d'art. Annick, une militante de chez Militant, ça déménage avec elle. Et notre stalinien préféré Jean-Claude, Jean Peluzzi du Val d'Oise. Coucou Jean. Eh ben écoute, ma camarade doit toujours te répondre, mais elle a un petit poil dans la main, apparemment. On a bien reçu l'expo que tu nous as envoyé. Voilà. Corinne et Joël non, Corinne d'abord, hein, notre tapissière aimée, chérie, voilà, une tapissière, c'est-à-dire qui fabrique des tapisseries, hein, c'est pas des tapis, c'est des tapisseries, voilà, magnifique. Et notre Alésienne du Caire, Joël, voilà, qui est, paraît-il, rentré du Caire, à la grande joie de Corinne, qui est sa copine, pas sa copine, voilà, qui est une amie, ou dont il est un ami, bon, bref, que je m'embrouille pas les crayons. Sabine, Anne-Emmanuel et Frédéric, trois artistes aussi qui comptent, en tout cas pour nous. Juliette Planck, une graveuse de chez Graveuse, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? On se demande toujours. Clément, un graveur aussi, mais on l'appelle le Vincent Van Gogh de la gravure, qui grave sur tout ce qui bouge. Et puis pas n'importe quoi, hein, c'est vraiment de la grande gravure. Agnès Dubar, mais surtout sur bois et sur lino. Agnès Dubar, une graveuse aussi, qui est de Lille, mais qui est partie aussi en relégation dans l'Ariège, dans un trou du cul du monde pas possible. On se demande bien pourquoi. Ils cherchent quoi, tous ces gens qui s'exilent? Fred et Geneviève, des carnétistes tribulants, mais qui ne sont pas encore exilés, sont toujours dans le coin. Pierre-André Danguin, Thierry Morciot, un graveur belge, prestigieux, évidemment, comme tous les Belges, ils sont 2 fois plus forts que tout le monde. Colette, la compagne du peintre Odon, et une femme merveilleuse, enfin, ma camarade Piquet-Cou est vraiment fan de Colette, et de Jacqueline, ben comment elle a disparu de mon truc, il va falloir que je la remette. Colette et Jacqueline aussi, une femme de peintre, qui, comme Colette, consacre sa vie à l'œuvre de son mari. Lui, c'est Raymond Imbert, Colette, c'est Odon, qui ont disparu, évidemment. Pour Odon, c'est l'année dernière, et pour Raymond Imbert, c'est il y a un bon moment. Il est mort à 58 ans, assez jeune. Voilà, l'épuisement d'après nous, mais bon. Un peintre, dis-je, on vous en a parlé déjà, qui est entre abstraction et figuration. C'est difficile, sans porter une attention soutenue à ses œuvres, de faire la différence, de pencher pour l'un ou pour l'autre. Michel Pelloual, un peintre aussi qu'on a invité, qui est un voisin ici, dans la cité d'artistes où je crèche moi-même, dans ma soupente. Marie-Christine Perrondet, elle ne s'est pas trompée là, hein. Marie-Christine Perrondet, une syndicaliste, mais alors faut voir, on a assisté hier à un après-midi goûter où elle nous a décrit, parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle comment? Migrations enfantines. Migrations enfantines, où elle parle d'une période de sa vie où elle s'est consacrée corps et âme
à un groupe d'enfants, ils étaient combien? 80. 80, c'est pas 3, c'est 80, qui couchaient dans la rue, abandonnés tous. Voilà, il paraît qu'en France, l'État doit assistance, protection, etc. Aux enfants mineurs, bah oui, ils sont protégés sous un pont de métro à Stalingrad ou dans des coins comme ça, voilà. Ils couchent dans la rue, ils sont victimes de la prédation sexuelle, etc., etc. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors Marie-Christine, Marie-Christine Pérondet s'est battue, mais alors c'est hallucinant ce qu'elle nous racontait hier, ce qu'elle raconte dans son livre d'ailleurs. S'est battue pour aider ses enfants à se sortir de cette espèce de vie complètement pourrie dans laquelle ils étaient enfoncés jusqu'à par-dessus la tête. Voilà. Et Marie-France, ta nouvelle copine. Ah oui, Marie-France. Pardon, Marie-France, j'ai eu un trou. Marie-France, qui est une militante de la FPS, c'est ça, hein, une association qui se bat pour les Palestiniens. Et puis aussi, elle est aussi militante de l'UJFP. Ça ne suffisait pas, la FPS, il faut qu'elle soit aussi à l'UJFP. Voilà, une belle personne aussi, une Louise, quoi. Et notre rousse flamboyante, Florence, voilà, qui parle dans une radio. Donc, il y a une émission qui s'appelle Flemmardise, une autre qui s'appelle Des cailloux dans le poste. Voilà, j'ai fini. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr. Et voilà, et on a fini. Et moi, personnellement, je vous dis au revoir à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on termine avec Mélismel, aux armes. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire, des traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi. Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi, nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie,